Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait le boulot semaine. On va commencer comme d'hab par les cryptos. Des choses intéressantes, ou en tout cas gentiment intéressantes, commencent à se mettre en place. C'est assez difficile à lire, puisque donc là on attaque ce matin, ce lundi matin, avec d'entrée de jeu la possibilité d'un double signal bear. Alors celui-là, attention, il va falloir faire gaffe, il est vraiment en cours, donc c'est vraiment pas... Il faut attendre déjà que la bougie clôture, il lui reste 45 minutes, et il peut s'en passer des choses en 45 minutes. Sine wave est déjà passé bear sans confirmation de prix, et on pourrait avoir éventuellement un momentum bearish. Le problème c'est qu'on n'est pas du tout sur une zone technique, donc j'aurais pas vraiment... Voilà, mais en attendant, on n'est pas non plus allé chercher la zone technique de support, donc voilà, j'ai envie de dire que c'est vraiment le cul entre deux chaises. Donc le signal, moi je le prendrai ni à l'achat ni à la vente. Ce qui m'intéresserait par contre serait déjà d'avoir un premier signal de au moins cassure de ce cycle bear. C'est-à-dire que dans le choix, je préférerais que le marché aille chercher cette zone technique plutôt que celle-là. Maintenant, aller chercher celle-là, ce ne serait pas la fin du monde. C'est-à-dire que là, théoriquement, on gaspille tout notre momentum à plat pour même pas arriver au niveau des résistances. Autrement dit, si là, ça devait vraiment se rediriger au sud, bon... le problème, c'est que là, on est complètement neutre. Donc, ça peut très bien, d'un coup, vous recoller des grosses bougies haussières. Ce qui est certain, c'est que ça va attirer soit là en début de semaine. Et après, encore une fois, je ne suis pas magicien, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Ici, il y a bien une zone de support. Ici, on a bien une zone de support qui a été débordée et non retestée en tant que résistance. Donc la grande question, c'est de savoir comment les prix vont réagir là-dedans. Pour ma part, je pense que même si on fait la zone bleue, on fera cette zone-là derrière. Donc c'est pour moi tout l'enjeu de cette semaine, la semaine à venir sur le Bitcoin. Et je pense qu'elle est cruciale, dans le sens où si on regarde la bougie hebdo, bon voilà, déjà d'une, ça c'est moche. Et historiquement, à chaque fois qu'on a fait ça, ça a eu du mal derrière à se retourner. Donc la grande question, vraiment, c'est ça. Est-ce que ce mouvement-là est déjà consumé et est-ce qu'on est déjà en train de repartir dans un cycle baissier ou est-ce qu'on est juste en train de prendre tout le monde pour des cons? Moi, je vois encore de la place au momentum, hein, qu'on soit bien clair. Sine wave est prêt à rebrousser chemin, mais bon, là, on y va de façon un peu agressive parce qu'on a fait une grosse bougie baissière. Maintenant, voilà, est-ce que vraiment il faut y aller là tout de suite sur la partie BTC et se dire c'est bon, c'est terminé, on repart à la baisse? Ou est-ce que c'est encore une fois un piège à con, tout simplement pour monter un peu plus haut? Si on regarde effectivement d'un point de vue hebdomadaire, le pullback qu'on a fait ici n'est pas extrêmement dangereux, ça pourrait même n'être qu'un simple pullback sur une trendline, et puis on peut très bien remonter un peu plus haut. Ça me surprendrait guère, tout simplement pour chasser les imbéciles qui seraient en train de vendre un support qui n'a pas encore cédé. Sur une UT daily, même chose, voilà, j'ai envie de dire, là, la structure qu'on a ici, c'est pas une structure à vendre, c'est une structure qui amènera normalement à revenir tester cette résistance-là. Et si on le fait de cette façon-là, j'ai envie de vous dire, c'est pas baissier, parce que tout simplement, c'est ce qu'on appelle une morning star. Et quand on fait ça, ça voudra dire qu'on va constituer un nouveau support ici. En daily, on est venu chercher de la survente dans une tendance baissière. Le cycle ici, pour moi, il est toujours à la hausse, hein, c'est-à-dire qu'ici, on a démonté toutes les targets vendeuses. Et on est dans la recherche d'un cycle acheteur, puisque ici, Sine wave est en bas, le momentum est en bas et il est divergent caché, c'est-à-dire qu'on est allé beaucoup plus bas que le momentum de ce creux. Pourtant, les prix sont très largement au-dessus. Donc ici, on est en train de chercher un support, en fait. Voilà ce que voilà. Donc tout le monde s'alarme en ce moment. BTC, ça chute. Voilà. Bon, pour moi, BTC, il est juste en train d'essayer de trouver un support. Il aurait tout à fait pu le trouver par là sur une structure simplement consolidante. Il n'a pas trouvé ici. Il aurait pu le trouver là sur une structure de pullback sur l'oblique ici. Il ne le trouve pas. Il va peut-être le trouver tout simplement ici, son support. Donc encore une fois, il faut toujours laisser la place au marché d'évoluer et de s'exprimer. On ne contrôle jamais rien. On peut spéculer sur des structures techniques. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se tromper sur le contexte. Moi, il me semble qu'on est toujours là, ici, dans un contexte consolidant. Alors, je peux me planter. On peut très bien en être au stade où on était là à l'époque, où on a tenté une petite morning star pour mieux se ratatiner derrière. Et dans ce cas-là, c'est le même schéma qu'on avait ici qui se remettra en place. Autrement dit, ici, une phase de range à la baisse ou à plat avant de reprendre des phases de baisse. Dans ce cas-là, évidemment, des stops seront à déclencher. Mais là, pour moi, le risque, c'est qu'on trouve un support et que malheureusement, on se redirige une fois de plus vers les résistances. Donc, tant qu'on n'a pas testé ces dites résistances, pour moi, je pense qu'il est beaucoup trop précoce pour anticiper des mouvements de baisse et en tout cas reprendre un biais vendeur pour moi dans ce marché.
Maintenant, il faut être clair que la tendance hebdo, elle reste baissière. Et là, si on va au-delà de la survente daily, ça veut dire que la tendance est de nouveau baissière en daily, alors que pour moi, ici, elle est haussière. On est bien en overlap sur la vague 1, on est bien en train d'essayer de constituer un support. On a bien un momentum qui reprend du poil de la bête. À voir maintenant si ce momentum est juste latéralisé. Franchement, moi, je ne vous le cache pas, si la structure, c'est ici, on remonte un peu au niveau du momentum, puis on réattaque dans une semaine ou deux, je suis prêt sans problème cette fois à arrêter tous les scénarios acheteurs et je ne reprendrai pas un scénario vendeur en cours de route ici, mais en tout cas, je serai prêt à dire qu'il n'y a plus de scénario acheteur. Pour l'instant, je suis désolé, mais on a des sommets ascendants et on a des supports ici qui tiennent, donc je n'ai pas de raison de penser que ce marché est bear. Sur la partie Ether, alors on va revenir en 2 heures quand même. Voilà. Hop. Donc en 2 heures, voilà ce fameux signal à surveiller. Maintenant, ce qui est clair, c'est que là, si on a un triangle rouge qui vient confirmer, ce sera un nouveau signal de vente. Ça veut dire qu'on aura constitué une nouvelle résistance ici, sans avoir retesté la précédente. Bon, ce sera un peu saignant, hein, voilà, il faut pas se le cacher. Maintenant, moi, je pense que très probablement, ce qu'on aura le plus de chances de faire, c'est de venir démonter tout ce petit monde, venir chercher la target du cycle bear, qui sera probablement par là, proche de cette résistance ici, où on a probablement laissé du volume. Je vais aller chercher tout ça pour confirmer, mais quand même, je le sens bien. Voilà, on prend la zone de résistance. Ah, on n'a pas laissé beaucoup de traces derrière, hein. Voilà, donc moi, je pas spécialement chaud pour... On a laissé un petit peu de monde ici, pile poil. Donc en plus, on voit que ça, c'est un niveau technique. Ça veut dire que du coup, c'est notre cours d'ouverture du mois précédent, ici. Voilà. Donc c'est le premier... c'est le cours d'ouverture de la semaine passée, donc de la semaine du 23 juillet. Donc on revient tester ça, on va voir. Effectivement, ce prix-là peut rejeter. Moi, je dirais que ça, c'est le niveau technique de la semaine à tester en tant que résistance déjà, et on va voir après. Si ce niveau résistant vient pour une raison X ou Y à le rester, et si cette zone-là venait à devenir une zone de vente, là, effectivement, je commencerai à être un petit peu plus pénalisant. Le truc, c'est que si on vient ici et qu'on ne trouve pas de vendeur, le volume qu'on a laissé derrière, il est quand même extrêmement négligeable. C'est-à-dire que si on vient là et que ça déborde, et que ça redevient un support, parce que l'objectif, entre guillemets, c'est qu'on peut peut-être faire ça aussi en tant que boule. Revenir ici, faire un petit pullback, et effectivement reprendre cette zone en tant que support. Là, pour le coup, la musique, elle change considérablement. Je préfère être franc avec vous. Et ça, c'est une structure qui ne me gênerait absolument pas pour une structure de prix. Hein, voilà. On vient ici, on vient chercher le 76,4, et ici, derrière, on rebaisse. Et là, effectivement, on vient racler et démonter les stops de tous les imbéciles qui auraient vendu ça trop agressivement. Ou pire, tous ceux qui vendraient ici alors qu'on est sur potentiellement des supports. Je vous rappelle encore une fois que si vous respectez la stratégie, pour moi, les ventes BTC, c'est pas possible là. On est survendu. Depuis quand vous vendez quand un marché est survendu? Moi, ça m'arrive jamais. Donc là, on est à la recherche d'achat uniquement sur la partie BTC pour des trades spéculatifs. Maintenant, en 2 heures, il n'y a pas de signal qui permette d'acheter. Pas sur le BTC, mais sur l'Ether, oui. On est sur le même schéma. Sur l'Ether, le daily a été survendu et on se maintient pour l'instant aujourd'hui au-dessus de ces niveaux de survente. Voilà pourquoi pour moi les stratégies sont à privilégier sur l'Ether. Mais vous voyez que hop, survente et ça fait 4 jours qu'on est au-dessus. Ça décolle pas, hein. Attention, ça décolle toujours pas. On n'a pas la même structure que sur le Bitcoin, où la structure pourrait être plus haussière. En tout cas, en structure de chandelier, BTC pourrait donner des choses plus haussières. Mais ce que je constate ici, voilà. BTC, certes, a pris de l'avance parce que lui, il a monté ici, ce qui fait qu'ici, BTC, il a vraiment sur des divergences haussières cachées et tout ce que vous voulez. Mais là, moi, à tout moment, l'Ether peut vous coller une grosse bougie de 15% que vous n'aurez pas vu venir. Et celle-là va vous faire mal. En weekly, ici, c'est très moche également. C'est-à-dire que là, on refait une clôture weekly actée, mais attention, elle ne se fait pas sous le support. C'est vraiment ça aussi qui est important. On vient ici, c'est-à-dire que là, pour l'Ethereum, il n'y a qu'une seule solution, c'est le double bottom. C'est-à-dire qu'ici, soit on vient ici, aujourd'hui, cette semaine, essayer d'enfoncer un peu plus bas, mais sans réussir une fois de plus. On va essayer de créer un doji, et ce sera la semaine prochaine qui prendra la décision. Soit tout simplement la décision est prise. Ici, on ne passe pas sur le support, on fait un double bottom, et on va revenir très rapidement le valider. C'est-à-dire que là, on peut sans problème, cette semaine, se retrouver là-haut ce soir. Voilà. Ça ne me surprendrait pas. Alors, pas ce soir, hein, pardon. Mais voilà, se retrouver là-haut,
tout simplement, dans l'activation de la structure en double bottom, la résistance c'est 511, et je serais franchement pas surpris qu'on y aille. L'objectif en cas de débordement derrière c'est 620, et je pense sans problème que c'est là que nous allons sur ces actifs-là. C'est ce que je trade. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que c'est ce que le marché va faire. Voilà, donc attention à ce que cette semaine, on ne se retrouve donc pas dans ce schéma-là, et franchement, je ne serais pas surpris, je vous dis, que ce soit le cas, puisque ici en UT Daily, hop, pardon, voilà, tant que notre momentum se maintient comme ça et qu'il est survendu et qu'on n'arrive pas à rebasculer dessous, l'option c'est que là de toute façon soit on va faire une bougie qui clôture sous la survente, ça commencera à sentir vraiment le soufre pour les scénarios acheteurs, et encore une fois on peut venir le faire, mais si le jour suivant c'est invalidé, voilà, moi ce qui m'invaliderait, je vais vous le donner immédiatement, voilà, tout simplement, hop. Dans ce type de schéma-là, c'est qu'on arrive à clôturer donc sous cette bougie-là, une belle clôture franche, attention, je ne veux pas une nouvelle mèche basse, c'est donc une bougie qui clôturerait en dessous et qui clôturerait sous le support ici des 394, et derrière, il faudrait même aller confirmer ça par une cassure des 384. Pour la partie dollar, hein. Là c'est bien une zone de breakout, c'est-à-dire que si on arrive là, on trouve du support normalement. Voilà. Mais si on clôture dans le support, c'est déjà pas bon, ça montre qu'il y a peu d'acheteurs. Normalement, on doit venir ici et mécher à chaque fois, si on revient chercher cette zone. Voilà. Ça, c'est l'option où je vous ai dit on ferait un doji en hebdomadaire, ce qui fait qu'on repasserait une semaine complètement morne à mourir à l'intérieur de cette zone de prix avant d'essayer une extraction haussière. Moi, je pense que là, on a déjà un marché qui est mature. On a un momentum qui commence déjà à se réorienter sur des valeurs positives. Enfin, c'est un momentum qui remonte. Voilà, c'est différent. Et sur une oscillation positive, après 2 oscillations baissières qui n'ont pas catalysé de breakout. D'accord ? Parce qu'il faut faire attention. Souvent, quand vous avez ça, là, regardez l'oscillateur au niveau du... Je vais le zoomer. Voilà, au niveau du momentum. Première oscillation baissière, deuxième oscillation baissière. Généralement, quand vous avez ça, sine wave a du mal à suivre. C'est-à-dire que normalement, vous avez ce qu'on appelle une structure de breakout et pas de cycle sur sine wave. Là, ce qu'on voit, c'est que sine wave détecte bien des cycles. Et là, il voit qu'on est dans un cycle haussier. Les prix ne montent pas encore, mais attention, sine wave, je vous le rappelle, est un indicateur prédictif. Ce qui veut dire que là, sine wave détecte des hausses de prix potentielles. Ça peut très bien arriver d'un coup. Et entre guillemets, on aura passé une semaine à rien branler. Et puis d'un coup, boum, on vous colle une bougie de 15%. Voilà. Donc il ne faudra pas être surpris si l'Ether décolle d'un coup, puisque je pense que c'est ce qu'il attend si jamais ça doit décoller. En 2 heures, ici, c'est là où c'est plus intéressant. On a donc positionné un double signal sur la zone support identifiée. C'est-à-dire qu'ici, on est bien sur une zone cluster. Hein. Si je fais une extension de la première phase de baisse au sommet de la deuxième, ça fait donc ici une impulsion baissière, A, B, C en consolidation, et 1, 2, 3, 4, 5 ici. Ou en tout cas, on est en train de faire ça. Et on travaille cette zone-là. Donc moi, tous les signaux ici entre la zone 390 et 410, ce sont des signaux à prendre. On a un petit support à venir tester éventuellement un peu plus bas à 394. Donc je ne suis pas contre le fait que ce marché rebaisse un peu. Moi, ça ne me contre-indique pas rien du tout. Dans ce cas-là, ça pourrait permettre au BTC d'aller chercher la zone inférieure. Donc encore une fois, il ne faut pas flipper si on vient juste trader ces prix-là. Il faudrait par contre essayer d'éviter les clôtures daily en bas de cette zone ou alors très rapidement les invalider le lendemain. Voilà la seule chose que pour ma part je surveille. Mais tant qu'on tient ce double signal bullish, moi je ne vois pas de raison de se sur-inquiéter dans ces marchés-là. J'ai même plutôt envie de dire, normalement on doit revenir tester cette zone avant. C'est-à-dire que soit on revient tester ici c'est bear, et là je veux bien effectivement changer mon biais pour un biais beaucoup plus neutre, voire un biais bearish, et dans ce cas-là accepter de lâcher mes stop loss et autres trucs du genre. Très simplement, moi si on vient ici et que j'ai aucun signal de vente, je laisse pousser. Et si ça continue de pousser derrière, j'aurais justement bien fait de spéculer. Moi ici, je vais être clair quand même, je risque d'alléger un peu mon levier. C'est-à-dire que, bon, là aujourd'hui, je dois avoir à peu près 7000 à 7500 euros d'Ether. Je crois que c'est plus 7005. J'en ai un peu plus de 20, j'en ai 22 ou 20, non 24 je crois, un truc comme ça. Donc 24 Ether et c'est à voir. Hein. Et donc le truc, moi ici je vais probablement en alléger un petit peu, tout simplement parce que bon, voilà, c'est quand même le risque que ça retombe derrière. Par contre, sous condition de signaux vendeurs, hein, si en 2 heures j'ai rien qui indique des ventes ici, je vais laisser tranquille. Hein, voilà, et simplement remonter mon stop sous le bottom. Mais à partir du moment où on vient là, normalement pour moi on ne doit pas trop retomber derrière sous cette zone là. Ce qui fait qu'après je passerai avec des stops au marché sous la zone des 390 si on vient à se tirer vers là-bas. Les autres cryptos, pour moi très sincèrement c'est pareil. Celle qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est de voir les réactions sur le IOTA. IOTA qui a été la plus agressive à la baisse, hein. Je vous rappelle quand même par rapport au précédent support, on s'est quand même offert un bon 15% de baisse. Heureusement pour moi, je n'avais pas foutu de stop loss sur celle-là, mais alors le matin quand j'ai vu ce qu'on avait fait, j'ai dit ok d'accord, ils sont chauds les mecs.
Donc voilà, moi je pense que maintenant, d'un point de vue technique, c'est vraiment IOTA qui me paraît le plus intéressant parce que c'est celui qui a été le plus bear. Donc en fait, ça lui laisse deux options à notre ami IOTA. Soit il s'affranchit de sa résistance. Je vais être clair, hein, ici, regardez, on a bien une résistance, mais on n'arrive pas à la passer pour l'instant. Ici, on a un bon gros triple signal vendeur, le triangle, le cycle bear et le surachat au momentum. Ici, il y a une grosse résistance, mais pour le moment, elle ne passe pas. Voilà. Donc, je veux voir ce que le marché fait. Il l'a déjà pré-percé, ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on y va, c'est effectivement traversée nette, franche, et on ne s'arrêtera pas en route. Donc voilà, je pense qu'ici, il y a ça qui est vraiment très important sur la partie IOTA, qui est à surveiller. Alors encore une fois, IOTA, moi, c'est pas celui sur lequel j'ai le plus d'argent, c'est même celui sur lequel j'en ai parmi le moins. Et j'ai également pas une énorme confiance du fait qu'il a fait ça, donc j'ai pas spécialement envie de lui en mettre plein la tronche pour l'instant. Hein. Mais on a bien ici un double signal acheteur également. Donc pour moi, j'ai un marché ici qui évolue entre un double signal acheteur et un double signal vendeur. Et pour moi, je ne sais pas qui va gagner, mais j'ai tendance à penser que comme on est sur un support, c'est plutôt les longs qui vont l'emporter. Donc ici, il va de soi que si on revient une nouvelle fois tester ces zones-là, va falloir commencer à flipper. Ce n'est pas des invalidations, mais c'est des alertes invalidations. Normalement, on ne doit pas revenir tester ce support, surtout vu la façon dont on est allé le faire. Par contre, je veux voir ce marché s'affranchir de cette résistance. Et là, on sera beaucoup plus tranquille sur la partie. Alors, je vais juste la modifier. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense que sur toutes les cryptos, on tente de se stabiliser, mais sur celle-là, je pense, c'est là où, regardez le volume qui a été exécuté sur IOTA, c'est un truc de dingue. Donc voilà, si ces actifs-là doivent être haussiers, encore une fois, j'en sais rien, mais si le IOTA doit survivre aux phases de stress qu'on met actuellement sur les altcoins, je pense qu'il a connu sa phase de stress et que maintenant c'est très intéressant d'en posséder. Mais par contre, il faut, avant de s'exposer plus sérieusement, c'est-à-dire considérer éventuellement des renforts ou quoi que ce soit, ou des validations, ou avancer dans ces scénarios, je pense qu'il faut déjà commencer par une cassure de résistance. Tant que ceci n'est pas fait, ça reste hautement spéculatif. Et encore une fois, je vous l'ai dit, le IOTA n'aura de valeur que le moment où il cassera une résistance. Pour l'instant, il a cherché une valeur ici sur les 0,77, qui est un prix qu'on avait identifié en plus. Voilà. Donc le marché est venu chercher pile poil cette zone-là. Attention, il peut très bien échouer une nouvelle fois sous la résistance et aller à 0,56. Ça ne changera rien du tout. Hein. Et donc encore une fois, je vous dis, on cherche à mettre en stress les altcoins. Pour le moment, ça marche très bien. On voit que certains altcoins résistent, certains ne résistent pas, comme IOTA, qui a déclenché une quantité astronomique de stop, et heureusement pas le mien, parce que je ne traite pas en levier. Mais il est clair et net que ça, c'était pas bon, le fait qu'on arrive à installer un truc pareil. Mais vous voyez que ça rachète direct. Les volumes sont énormes, donc les prix remontent après avoir testé ces zones. Les stops qui ont été déclenchés ici ont été achetés par des gens. C'est aussi simple que ça. Donc je reste moi sur IOTA dans le sentiment que ce marché, s'il se reprend, va très probablement lui aussi se réorienter vers les mêmes niveaux de résistance qu'on pourrait retrouver sur la partie Ether et compagnie, qui sont ces zones-là. Et là, honnêtement, je vous dis, sur un IOTA à moins d'1$, venir chercher des zones type 1,50, ça va payer grave. Voilà, sachant qu'on peut très bien même imaginer 1,68. Alors après, il faut voir, encore une fois, je n'ai pas la certitude que ces actifs-là vont réussir à survivre. C'est tout l'enjeu. Voilà. Je préfère être vraiment franc avec vous en ce moment. Je ne sais pas dans quoi s'embarque le monde de la crypto. Je n'en ai vraiment pas la moindre idée. Mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, on met en stress. Et encore une fois, c'était une phase que je vous avais identifiée. Je vous avais dit, on mettra les altcoins en stress à un moment donné. Je me demande si on n'est pas déjà en train de faire cette phase-là. Voilà. Bon, ça me semble encore très immature. C'est-à-dire que je pense que si on fait un rebond, ça restera un rebond pump and dump. C'est-à-dire on fait rentrer les couillons, on leur fait mettre du levier et on les rebastonne une dernière fois derrière. Maintenant, je préfère être franc pour l'instant. Ce que je vois là sur IOTA, c'est ce à quoi je m'attendais. Grosse baston, gros déclenchage de stop. Ici, je vois des mecs qui ont acheté. Maintenant, on va voir s'ils tiennent le marché. S'ils ne tiennent pas le marché, pourquoi pas un IOTA à 0,56. Ça le rend juste toujours plus attractif à racheter pour ma part. Hein. Voilà. Bon, moi, il va de soi qu'ici, je n'ai pas renforcé sur cette zone. Mais si on devait à terme aller à 0,56, je veux bien remettre une petite lichette. Encore une fois, j'en ai acheté pour 250 balles, je crois, du IOTA. Donc, je m'en contrebalance de mettre un stop là-dessus. Hein. Mon stop, c'est ça vaut 0 IOTA. Et c'est pas impossible, encore une fois. Ce truc-là peut valoir soit 1,70, soit 0, soit 200 000. Ça n'a pas réellement de valeur. Ça n'a de prix que ce que les gens sont prêts à payer.
Donc pour l'instant, ici, c'est neutre. Mais je pense que IOTA, techniquement, c'est le plus facile à identifier parce que lui nous donne une résistance claire, un support clair, et lui a déjà chassé les stops. Voilà. Allez, j'en ai fini là-dessus. On passe sur les marchés classiques. C'est sans surprise que je vois le gold se réécrouler ce matin dans l'impossibilité de franchir sa putain de résistance. C'est toujours pareil avec Wall Street. Il faut ratatiner les boules quoi qu'il arrive. Il faut leur laisser aucune chance. Par contre, je pense que les 1204, ça reste un niveau très intéressant. Alors évidemment, ils vont tout essayer pour nous baiser la gueule. Je préfère y aller franchement. En fait, on va commencer d'entrée de jeu avec le Nasdaq. Je pense que c'est lui qui résume tout ce qui se passera cette semaine. Moi, le Nasdaq, je tiens ma vente de la semaine dernière parce que c'est un perfecto et que très sincèrement, sur ces prix-là, je n'ai aucune espèce de raison de sortir ces prix tellement ils sont beaux. Maintenant, voilà, je ne comprends toujours pas la logique qui fait qu'on soit revenu tester ces zones-là. Ce que j'ai en face de moi m'invite sérieusement à renforcer, mais comme je sens encore l'enculade de Wall Street arriver en bonne et due forme, je ne vais pas me surexposer pour l'instant, mais vous pouvez être certain que Wall Street, s'il retombe, je vais passer en levier et je ne vais pas faire semblant. Je vous ai prévenu depuis des mois que j'attends, gentiment, toujours patiemment. Si ça retombe à Wall Street, je vais mettre un levier de cochon. C'est-à-dire que j'ai attendu 4 mois. Il va y avoir 4 mois de prix à effacer en quelques semaines si jamais on devait retomber. Tout simplement parce que tout ce qu'on aura fait depuis 4 mois n'aura été qu'artificiel et on effacera tout ça en quelques semaines. Ce sera encore plus brutal que la première phase de baisse ici, ou que celle-là. Ce sera sensiblement la même chose que ça, mais d'une amplitude beaucoup plus grande. Et comme le Nasdaq a vraiment fait n'importe quoi et qu'on a une bulle énorme sur les GAFA, et que si cette bulle explose, évidemment le Nasdaq va en pâtir, mais complet, je pense qu'on peut se rediriger sur le Nasdaq assez brutalement vers la zone des 5604 derrière. Donc et clairement les ventes, elles sont extrêmement intéressantes. Maintenant, attention à ne pas vous faire piéger par les conneries de Wall Street. Vous savez comment ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont jusque boutistes. Le jour où ça va lâcher, ça partira en ligne droite. Ça c'est clair ? Parce qu'on monte avec les escaliers, comme d'hab, on monte en escalier, on grignote, on grignote, on grignote, on grignote, et puis d'un coup, boum, ce sera le coup d'ascenseur pour retourner au zéro. Mais pour l'instant, ils n'ont pas envie, ils préfèrent continuer de bouffer les stops et de piéger les vendeurs. Maintenant, attention, voilà, on ressort de cette zone de vente, on casse des supports. On se redirige vers les supports. Alors voilà, faites attention à ne pas vous faire baiser par Wall Street. C'est pas parce qu'ils cassent ça et qu'ils viennent là que c'est gagné. Par contre, ici, ce sera une validation. C'est-à-dire que pour moi, ici, je vais pouvoir abaisser les stops et me dire, cool, mes niveaux d'invalidation sont abaissés. Je vais pouvoir commencer à renforcer. Par contre, je ne renforcerai qu'en cassure de support. C'est-à-dire ici, peut-être un petit renfort sur des pullbacks. Là, je deviendrai très agressif. C'est-à-dire que là, je commence à passer levier 2, 3, 4, 5 sur... Enfin, peut-être pas 5 sur Wall Street. C'est un peu brutal sur des indices. Mais je pense sincèrement me foutre sur un levier 2 ou 3 facile en tendance sur la partie Nasdaq. C'est-à-dire que tout ce qui baisse sera multiplié par 3 sur mon compte. Voilà. J'y vais franchement, je ne vais pas faire semblant. Je vendrai le Nasdaq pour un crack. C'est-à-dire que lui, dans ce cas-là, je pense qu'il aura terminé sa tendance mensuelle. Celle-là, voilà. Pour moi, il aura terminé son chemin, le Nasdaq, et il va cracher derrière. C'est-à-dire revenir ici sous forme de crack. Et puis très probablement derrière continuer cette phase-là après un dead cat bounce. Voilà. Ça, c'est un actif en bulle. Il n'y a pas de souci, on est dans la même bulle que dans les années 2000. C'est la même chose. Ce truc-là s'éclatera de la même façon que ça l'avait fait pendant les années 2000. Je l'ai dit et je le maintiens, le Nasdaq pour moi finira à 3200. Tout simplement parce que la techno, ce n'est pas ce qui paiera dans le prochain cycle économique. Je ne pense pas. Ce sera l'ère du service plus que l'ère de la techno. Et il faudra payer des entreprises de service et des valeurs de croissance, c'est-à-dire repayer des valeurs pour moi comme General Electric, des choses comme ça. Je pense que la techno ne se fera plus. Encore une fois, réfléchissez intelligemment. La croissance, ce qui génère de la croissance, ce n'est pas nécessairement l'innovation, c'est la phase de croissance dans l'innovation. C'est-à-dire que là, sur ce cycle-là, ça a été l'innovation technologique. Rappelez-vous ce qu'on avait au début de notre cycle économique, c'était l'iPhone 1. Voilà. On était au début des iPhones, voilà, en 2008, 2009. Aujourd'hui, voilà, iPhone 10, des trucs comme ça. Voilà. C'est là où s'est passée la croissance dans notre cycle. On a une croissance technologique énorme et une innovation technologique hors norme et hors pair, ce qui fait que le secteur technologique a été parmi les plus grands leaders de ce cycle économique. Je doute sérieusement que le secteur technologique soit celui qui porte la croissance sur le prochain cycle économique. Mais l'ère du service, oui, tout simplement parce qu'on a des humains de plus en plus feignants et fainéants. Et je pense qu'il y a 2 grands thèmes à payer sur le prochain cycle économique, la robotisation, le service
et l'énergie. C'est-à-dire qu'il faudra payer les secteurs porteurs dans l'innovation énergétique, donc c'est-à-dire absolument pas des Tesla et autres stupideries du genre, mais bien sûr payer des General Electric, payer quelques petites pépites qui travaillent sur la recherche de production électrique par exemple. Mais voilà, des petites choses comme ça pour des investissements risqués, mais pour des investissements safe, il faudra, je pense, investir un petit peu donc, dans les grandes entreprises d'énergie. Quand vous prenez des General Electric qui sont survendus, mais au possible, pour moi, c'est de l'or en barre ces trucs-là. Il faut déjà même investir, je vous dis, alors qu'on n'est même pas en récession, je commence déjà à investir sur du General Electric parce que je pense que ça, ce sera des valeurs très porteuses sur le prochain cycle économique. Ça, et effectivement, je vous dis, les valeurs d'innovation dans le service et dans la robotisation, et je vous donnerai bien évidemment des cas de figure là-dedans. Pour moi, le secteur tech, il va être porteur, mais en Chine, c'est-à-dire que les Américains vont complètement perdre le monopole de la tech, tout simplement parce qu'eux vont se projeter sur ce qui passera derrière, c'est-à-dire que la tech, ils auront fait tout ce qu'ils pouvaient, ils vont la laisser aux Chinois, qui la produiront beaucoup moins cher, et qui maintenant savent faire. Je veux dire, faut pas les prendre pour des cons, les Chinois, enfin, sans déconner, ils ont fabriqué la tech américaine pendant des années, et après, ils sont en train de nous dire, ah, les Chinois nous volent les technologies. Bah, faut arrêter, les gars, ils ont juste construit ce que vous avez fait pendant des années. Vous croyez qu'ils ne savent pas le faire maintenant? Évidemment qu'ils n'ont pas simplement volé vos brevets, ils savent juste le faire presque mieux que vous aujourd'hui. Donc la tech, ce n'est pas le secteur qui portera aux États-Unis. Par contre, évidemment, ça portera en Chine. C'est pour ça qu'il faudra payer des petits Xiaomi et compagnie qui boufferont toutes les parts de marché de toutes les grosses tech américaines, style Tesla, Apple et compagnie, qui ne mourront pas encore une fois, mais qui vont perdre leur part de marché et qui ne justifieront plus du tout les pricing stupides qu'on a pu avoir dernièrement. Je vous redonne cette comparaison tout simplement, hein, voilà, parce que ça fait rire beaucoup de gens. Voilà, General Electric à l'ère où c'était les leaders du S&P 500. Voilà. Là, ils étaient premiers du S&P 500, tout allait bien, et effectivement, on était dans le moment où la recherche énergétique était en plein essor. La consommation énergétique de plein fouet, la rénovation des réseaux, l'augmentation des rentabilités, c'était là qu'on créait de la valeur, dans le secteur énergétique. Voilà la suite. Hein. Voilà. Je vous laisse apprécier. C'est une action qui n'a jamais retrouvé le prix qu'elle a eu en 2000. Ça veut tout dire. Apple, pour moi, c'est la même chose. Ils sont au prix où ils n'iront jamais plus haut. Leurs trillions de dollars, ils n'y retourneront jamais après qu'on ait trouvé leur sommet. Et je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Pour moi, Apple, c'est une bulle qui va faire son temps, mais qui derrière ne retrouvera jamais les pricing qu'elle connaît aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle atteint aujourd'hui ses niveaux de profitabilité maximum, et qu'au bout d'un moment, le marché, il paye les profits, et quand les profits ne sont plus là, eh ben, il ne paye plus le même prix. Donc achetez vos Apple si vous voulez, et si vous pensez que c'est un truc qui n'est forcément que haussier, parce que too big to fail, parce que too big to sell, parce que whatever, et toutes les conneries qu'on peut entendre à droite à gauche, moi je vous dis une seule chose, la logique de marché, elle n'est pas si complexe que ça, et surtout à long terme. À court terme, elle peut être très perturbée par la robotisation et tout ce que vous voulez, mais à long terme, le marché, il reste quand même efficient. Et j'ai qu'une chose à vous dire, apprenez les leçons de General Electric. Si vous en avez acheté en 2000, vous êtes ruiné. Et tout simplement, soit vous vous accrochez au titre et vous dites non, jamais de ma vie je le revendrai parce que maintenant j'ai perdu trop d'argent. Voilà. Encore une fois, hein, là c'est juste une logique psychologique. Vous faites comme vous voulez. Moi je pense par contre que General Electric, au sein du prochain cycle, on va avoir un vrai beau cycle aussi, qu'on va revenir les chercher, hein, ces zones de valorisation, et les déborder, puisque cette fois on a un niveau inflationniste qui est complètement différent. Mais je m'attends effectivement à un General Electric proche des 150 $ à la fin du prochain cycle économique. Je vous laisse apprécier la jolie rentabilité que cela fait quand je l'achète actuellement à 12 $ l'action. Hein. Donc moi, je prépare déjà mon prochain cycle économique. Je vous ai dit, il y a certaines valeurs pour lesquelles aujourd'hui, je pense que la spéculation est possible d'ores et déjà, même pré-récession. General Electric, pour moi, en fait partie. Elle a été survendue, je ne vois pas de raison qu'elle aille plus bas, et ça va être une valeur porteuse sur le prochain cycle économique. J'hésite pas une seconde à spéculer un peu dessus. Maintenant, attention, je dis, je fais pas ça n'importe comment, et l'horizon, évidemment, c'est déjà de se péter 1-2 ans de récession, où cette valeur va progresser tout doucement, mais restera sur un cycle progressif, et je pense que ce n'est qu'en phase de croissance qu'on pourra aller chercher ces zones-là, 150, voire plus, hein, encore une fois, je n'en sais rien. Il suffit de mettre les valeurs en log hein, derrière, et voilà, vous imaginez bien qu'un truc comme ça, si vous le mettez en log, derrière, ça peut vous laisser imaginer toutes les choses paraboliques du style 200, 300, voilà, peu importe. Mais attendez-vous à un cycle croissant comme ça. Voilà, moi, c'est vraiment ça que je pense. Et à l'époque, regardez, on était parti donc de 1,24 $
pour finir à plus de 58 $. Donc je vous laisse imaginer le bonheur du mec qui, au début du cycle, avait acheté son General Electric à 1 $ pour le revendre 50 fois sa mise à la fin du cycle. Voilà, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, encore une fois, je vous ai tout dit en avance. Je vous dis ce que je fais, après vous en faites ce que vous voulez. Allez, on continue. Si vous voulez acheter donc des Apple et des conneries comme ça, amusez-vous tant que vous voulez. Voilà encore une fois les pricing d'Apple en mensuel. Je pense qu'on est sur des valeurs complètement folles, c'est-à-dire du gap mensuel, enfin bon, n'importe quoi. Bon, laissez-les, moi je les laisse faire les cons, hein, c'est pas mon problème. Je les laisse s'amuser. Je pense qu'on va se ratatiner allègrement sur Apple dans pas longtemps et que quand on se ratatinera, bah, c'est le même schéma que General Electric qui les attend derrière, c'est-à-dire une énorme phase récessive de type moins 70%. Où on reviendra très bas, hein. C'est-à-dire que de 200 $ à 220, peu importe où on ira, hein. Moi je m'attends sans problème à ce qu'on revienne chercher les niveaux ici, hein, c'est-à-dire du 50, 60 $ pour Apple. Derrière, ça remontera probablement à 140, 160, ça ne reviendra jamais chercher les 200. Et vraiment copier-coller le schéma de General Electric. Et je vous laisse apprécier la beauté du truc derrière, hein. C'est exactement ça qui s'est produit. Une bonne correction derrière pour flusher tous les imbéciles, moins 65%. Et derrière, on n'est jamais revenu chercher ces valeurs-là. Pire, on a enfoncé toujours plus. Apple a des concurrents. Ils n'en ont jamais eu pendant leur phase de croissance parce qu'ils étaient innovants. Aujourd'hui, Apple n'innove plus. Les pricing que nous faisons aujourd'hui, je peux vous mettre ma main à couper, on ne les reverra jamais de la vie. Hein, alors on peut aller un peu plus haut, encore une fois, on peut très bien en être que là sur le cycle Apple et compagnie, mais quoi qu'il arrive, les prix sur lesquels on est aujourd'hui, on ne les reverra pas au sein des prochains cycles économiques, je vous parie ce que vous voulez là-dessus. Mais on en reparlera dans 10-15 ans, voilà, on en reparlera dans 10-15 ans de tout ça. Allez, on va voir autre chose qui m'inquiète, le VIX. Voilà, donc le VIX qui nous fait des trucs complètement foufou, qui essaie de casser les supports. Hein, voilà, on a réussi à pricer donc sur du faux VIX. Hein, ça, c'est pas le vrai VIX. On va mettre le VIX CBOE quand même, parce que là, il faudrait voir s'ils ont réussi à le faire ou pas. Voilà. Le vrai VIX CBOE a bien cassé son support. Bravo, messieurs, vous êtes quand même magnifiques. Applaudissements généralisés. Moi, je dis vraiment bravo Wall Street. Je ne sais pas comment ils font, hein, mais c'est absolument fou cette capacité qu'a Wall Street à tout d'un coup fucker complètement tous les vendeurs. C'est-à-dire, on arrive et on dit « Ok, je vous emmerde, moi je passerai devant, quoi qu'il arrive, je suis plus fort que vous et je vous emmerde. » C'est exactement cette séance. Voilà. D'un coup, en fait, Wall Street vous dit « Non, mais je t'emmerde, mec, c'est moi qui aurais raison. Et j'ai décidé que je ne vendrais pas et que j'allais racheter tout ce que tu vends, et ben je rachète tout ce que tu vends. » Je ne sais pas avec quel pognon ils font ça, encore une fois, mais voilà, les voies du Wall Street sont impénétrables. Moi, je pense qu'ils vont se prendre un bon gros gadin dans pas longtemps. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que cette bougie-là clôture en l'état là, dans 2 heures. Quand Wall Street, le jour où Wall Street se prendra un gros gadin, je pense que vous pourrez avoir peur, très peur de ce qui risque de se passer derrière, parce qu'après des mois d'accumulation de conneries, surtout sur le secteur tech et sur le secteur industriel, hein, c'est-à-dire la bulle, il y a bien 2 bulles à Wall Street, hein, il y a une bulle sur le secteur industriel, on ne va pas y aller plus loin, voilà, ça c'est une grosse bulle, on voit bien le schéma parabolique. Alors la question c'est de savoir si ça c'est la phase de volatilité qui précède la phase verticale qui sera la dernière, ou si on a déjà eu cette phase volatile ici, là on fait juste la dernière poussée verticale, le dead cat bounce avant de faire le crack, hein. Donc attention, moi je suis partagé encore une fois à Wall Street. Je ne saurais pas dire quel est le schéma qui doit être mis en place. Tout ce que je dois dire, c'est que ce qu'on a maintenant, quoi qu'il arrive, ça amène de la prudence. Les valorisations qu'on pourrait imprimer si on va plus haut ne seront jamais maintenues longtemps. Hein. Ces valorisations, on les tiendra à très court terme, puis on les effacera complètement. Les prix qu'on imprime n'ont aucune valeur. Si vous les achetez, il faudra donc sortir très vite, parce que si vous imaginez que vous allez pouvoir tenir ces trades 1-2 ans, vous vous plantez considérablement. Les mecs ne savent déjà même plus projeter à un trimestre, et pourtant on essaie de nous vendre des prix d'action pas chers, tout simplement parce qu'avec les profits actuels projetés dans le futur, dans 24 mois, ce sera vraiment pas cher du tout ce qu'on a face à nous, malgré les prix complètement stratosphériquement débiles. Allez, donc on suit le quartet habituel, je vous y ramène, on va aller le chercher. Non, load. C'est quoi déjà? Merde, je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. Je vais le renommer d'ailleurs comme ça. Il n'y aura pas de souci là-dessus.
Hop. Voilà, donc notre quatuor des winners du risque pas versus pas du risque. Alors, je ne sais pas trop pourquoi j'ai foutu ça. Voilà. Donc, les junk bonds essaient de te rebondir, mais pour l'instant, c'est toujours un échec sous résistance qui domine. Le gold essaie de franchir le support, mais bon, pour l'instant, on n'a pas franchi. Vous voyez, on avait déjà fait à l'époque, ça n'avait pas été cataclysmique pour autant. Le VIX essaie de franchir son support. Et le repo market est toujours en train de se stabiliser sous les 2%. Il faut survivre tant bien que mal. Donc vous voyez bien la logique à Wall Street. La logique à Wall Street, c'est pitié, pitié, il faut que ça passe. Il faut qu'on arrive à repasser sous les 12 sur le VIX. Il faut qu'on arrive à se maintenir sous les 1220 sur le gold, qu'on essaie de racler toujours plus fort, toujours plus fort. Le moment où tout ça s'inverse, les gains à faire sur ces actifs à risque, sur ces actifs à faible risque, donc de protection, qu'on appelle les actifs refuges, est énorme. Voilà. Là, le VIX, vous l'achetez à 12, vous le revendez à 30, vous faites x2. Hein, donc, voilà. Enfin, vous faites x3 sur les gains. Le repo market, vous ne pouvez pas vraiment y aller, mais encore une fois, si vous vous amusez encore une fois à acheter des contrats de taux, bah, ça vous regarde. Moi, je les vends. Hein, pardon. Moi, je les vends parce que les taux vont monter, il n'y a aucun doute là-dessus. Et les junk bonds, encore une fois, la profondeur de la stupidité du marché est vraiment absolument énorme. Mais quoi qu'il arrive, les junk bonds ont bien rejeté sous résistance en double top. Ils ont bien gapé à la baisse. C'est pas cette petite consolidation de merde qu'on a eue en fin de semaine qui risque de changer la donne. On verra bien. Voilà. Si cette conso devait amener à une cassure de résistance, pourquoi pas. Dans ce cas-là, je dirais encore une fois, bravo Wall Street, vous êtes vraiment très très fort. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que le VIX retombe sur la zone des 10. Là, encore une fois, je vous dis vraiment bravo si vous arrivez à me coller un VIX à 10, me faire casser des résistances sur les junk bonds avec, quoi qu'il arrive, les taux de repo qui sont amenés à augmenter d'ici très peu de temps, puisque la Fed a bien fait comprendre qu'elle augmenterait en septembre. Donc, quoi qu'il arrive, échéance septembre pour le repo market, et il s'installera durablement au-dessus des 2% derrière, alors que déjà là, on est en train de jouer avec le feu. Et puis, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il faut essayer de faire exploser le gold à la baisse pour venir sur du 1180, 1162, peu importe. Dieu sait où peut se situer l'imagination de Wall Street dans ce cas-là. Quoi qu'il arrive, l'objectif, c'est d'installer une bulle maintenant à Wall Street. Les porteurs de cette bulle sont clairs et nets. Ils ont été identifiés. C'est Apple, Tesla, toutes les valeurs de hype, les valeurs que les gens possèdent, les valeurs que les gens connaissent, les Amazon, voilà, tous ces trucs-là où en fait on va faire investir les imbéciles à des prix exorbitants, tout simplement sur des valeurs de cœur. Amazon, c'est génial, c'est un business model, je le sens, voilà. Réfléchissez, pensez con, pensez particulier qui ne connaît rien au marché, qui va se dire, j'ai de l'argent à investir, je ne sais pas dans quoi le faire, je vais réfléchir, alors qu'il ne faut surtout pas le faire. Où est-ce que j'aurais envie de donner, à qui est-ce que j'ai envie de donner mon argent? Donc ils vont penser bête, encore une fois, ils ne vont pas penser intelligemment et gestion du risque, et quel est le prix de cet actif, est-ce qu'il est surpricé, sous-pricé? Non, ils s'en foutent. Ils vont dire où est-ce que j'ai envie de donner mon argent, qu'est-ce qui marche. Voilà, quel est le business model qui marche? Amazon, Apple, c'est génial, ce sont des valeurs qui brûlent qui créent du cash. Et puis franchement, regardez, quand je vais voir le prix, Netflix, voilà, ce genre de truc, le mec va se dire, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, un trader particulier complètement débile qui connaît rien au marché, il va se dire, ouais, effectivement, je sais pas quoi faire. Premier truc qu'il va aller regarder, les valeurs qu'il connaît. Il va aller regarder Apple, il va aller regarder Netflix, il va aller regarder Amazon. Quand il voit ça, il va se dire, ah ouais, putain, mais c'est balèze, ah ouais, c'est génial, mais carrément, j'investis sur ça. Bon, voilà, si vous êtes un peu trader, vous savez que ça va s'écrouler et que tous les mecs qui mettent de l'argent là-dedans, ils vont se faire démonter. Mais encore une fois, eux n'en savent rien et ils pensent de toute façon comprendre le marché, connaître le marché. On n'investit pas sur ce qu'on a envie, d'acheter en termes de choses. Voilà, vous ne dites pas Amazon, je connais, j'utilise, donc ça va monter. C'est complètement débile. Le marché, il vous a largement anticipé là-dessus. J'ai envie de dire, le marché, il vous a anticipé depuis 5 ans là-dessus. Hein. Donc voilà, il a bien compris qu'Amazon, ça allait marcher. Amazon, ça marche. C'est ce qu'on appelle vendre la nouvelle. Au bout d'un moment, vous êtes assez con pour acheter, nous, on vous les vend, les actions. Il n'y a pas de problème. On prend nos bénéfices et puis si vous avez envie d'acheter un truc hors de prix, ça vous regarde. Donc les Amazon, les Netflix, les Apple, les Tesla et tout ça,
C'est ça que les gens vont aller regarder parce que ce sont les actions qu'ils connaissent. Et comme elles ont des pentes complètement paraboliques mais qu'ils n'y connaissent rien, ils pensent que ce sont des opportunités en or de faire de l'argent facile. Argent facile, accumulation de traders non expérimentés dans des faibles volumes, avec des pentes paraboliques. Vous savez, nom de Dieu, ce qui attend ces valeurs-là derrière. Ça va mal se terminer, très mal se terminer. Voilà. Donc ce n'est qu'une question de temps à Wall Street avant que ces bulles n'éclatent. Elles sont déjà dans des phases de maturité très avancées pour Amazon, Facebook, Tesla et machin et compagnie. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc maintenant, patience et tout simplement on regarde. Moi, je pense qu'il faut les vendre, ces valeurs. Maintenant, c'est un timing et Wall Street est en train d'ores et déjà de me dire que je me plante. Puisque si vous regardez ça en hebdomadaire, les mêmes signaux de vente que j'ai pris sur le Nasdaq les semaines passées ont été donnés sur l'indice Fangat, là où je prends donc Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple et Tesla. D'accord ? Ces valeurs-là, Fangat, agglomérées en fonction du nombre d'actions en vente, hein, c'est-à-dire c'est la pondération qu'il y a là. Hein. Facebook, il y a autant d'actions en vente et je multiplie ça par son prix. Voilà. Voilà ce qu'on a. C'est-à-dire que là, Wall Street vient chercher le support, on dit « Oula, non, 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 je sorte surtout pas ». Pourtant, ici, on a une belle résistance, hein, je ne vais pas y aller par quatre chemins, en plus, elle y est et elle ne fait pas semblant. Ici, on a bien un double bear, ici, on tente l'extraction, on fait ce qu'on appelle un Iceland Reversal, c'est-à-dire qu'on vient là-haut, on cote 2 jours et puis ça regape à la baisse et on se casse la gueule. Aujourd'hui, on revient tester ce gap. C'est la grande question. Comment ça va se produire aujourd'hui? Est-ce que Wall Street achète, vient casser la résistance? Dans ce cas-là, moi honnêtement, je ne comprends pas, mais on peut très bien faire une nouvelle phase ascendante et je ne m'exposerai pas à cette phase ascendante. Autant, ça pour moi, c'est un marché mature qui a terminé sa phase de hausse, qui est déjà en train de se préparer pour le crack. Le crack, ce sera comme ça, mais encore plus rapide. Hein. Je vous l'ai dit, toutes ces valeurs sont complètement surachetées. Si on retombe, c'est ça qui attend les Fangat, c'est-à-dire un effondrement en ligne droite, un crack. Hein, voilà, on est bien sur des valeurs. Je vous rappelle le crack, comment ça se fait. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez trouver de logique à cette tendance qu'en logarithmique. Oh, comme elle est belle la tendance. Elle est belle là, hein. Effectivement, quand vous mettez en log, ça donne envie d'acheter. C'est une belle tendance. Alors déjà, ça ne donne pas envie d'acheter tout de suite, ça donne envie d'acheter plus bas. Et puis c'est surtout que quand vous enlevez le log, on voit bien la logique parabolique, on voit bien le retour de volatilité assorti d'un retour de volume. Vous voyez bien ici du volume à la chute. Pour moi, c'est trop tard. Il faut shorter ces valeurs. Maintenant, c'est un timing spéculatif, je peux très bien me tromper. Mais je ne pense pas me planter, et très sérieusement, je pense que ces valeurs vont s'écrouler. Maintenant, c'est ce que vous voulez, mais voilà, la seule solution pour les faire monter encore, c'est qu'il y a un afflux absolument massif de particuliers, ce qui a déjà été le cas la semaine dernière, puisqu'on a eu encore un nouvel achat record d'ETF, d'ETF en plus assez faiblement pondérés, c'est-à-dire des ATF où on n'achète que les plus gros. Hein, voilà. Donc ils sont encore en train d'acheter tous les plus gros en gros package, tout comme à l'époque on achetait du subprime bien ficelé, noté AAA alors que c'était bourré de merde. C'est exactement les mêmes logiques sur d'autres produits financiers, mais la logique spéculative derrière est exactement la même. Les gens achètent des produits qu'on leur vend comme étant bien notés, donc les grosses actions qui sont agglomérées dans des produits financiers complètement pourris que sont les ETF, avec une liquidité qui disparaîtra du jour au lendemain si c'est le cas. Et évidemment, tout le monde pense qu'ils vont pouvoir sortir sans problème. Mais il suffit demain que tous ces milliards d'ETF achetés soient revendus brutalement dans le marché, entre guillemets, que les gens appellent les courtiers pour dire « tu me vends tout ce merdier, j'en veux plus ». Et les courtiers vont dire « ah mais je suis désolé, il n'y a pas la liquidité, vous êtes sûr, vous ne voulez pas attendre ?» Non, non, je ne veux pas attendre, je veux mon pognon. Encore une fois, quand tout le monde vient demander son argent dans les marchés financiers après une fin de cycle dopée au crédit, eh ben vous savez comment ça se passe. Ah ben je suis désolé, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Voilà ce que je peux vous proposer aujourd'hui. C'est de vous revendre vos actions à 20 ou 30, à moins 40% du prix auquel vous les avez achetées. Mais c'est le seul prix que je peux vous proposer. Eh bien allez, vendez-les. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans la tête d'un particulier et c'est pour ça que les marchés s'effondrent derrière. Parce qu'encore une fois, les traders rationnels et intelligents qui créent ces bulles, donc encore une fois, ils sont ni rationnels ni intelligents, c'est stupide de créer des bulles, puisqu'on sait comment ça finit et pourtant on fait toujours pareil. Donc nos traders intelligents qui ont créé ces bulles, derrière vont dire mais qui sont cons ces particuliers à vendre. Ben oui, mais en même temps, voilà, eux ils ont besoin d'argent, ce sont leurs économies que vous foutez en l'air avec vos conneries spéculatives. Faut pas venir pleurer si derrière ils vous demandent de sortir les positions. C'est pas logique, mais encore une fois, ce que vous faites, c'est pas logique non plus.
Voilà. Donc, faut pas écouter la logique Wall Street intelligente et compagnie. Il faut surtout pas non plus écouter la bêtise des gens qui vendent leurs actions à prix de discount derrière. Il faut faire à ces moments-là l'inverse des deux. Les stupides traders à Wall Street qui continuent d'acheter tout simplement parce que, soit parce que leurs clients demandent d'investir toujours plus haut, toujours plus fort, et eux, ils les placent là où ça rapporte le plus pour leur petite popoche. Parce que je vous le rappelle encore une fois, pourquoi les mecs à Wall Street achètent de l'indiciel maintenant alors qu'ils savent que c'est tout pourri et qu'il ne faut surtout pas mettre de l'argent des clients là-dedans parce qu'ils vont en perdre? Tout simplement parce que c'est là que ça rapporte le plus de bonus. On n'est pas dans une vision stratégique d'investissement, on est dans une vision d'enrichissement personnel en ayant bien conscience de ce qui va se passer derrière et que tous les gens qui donnent leur argent aujourd'hui pour investir sur les actions vont le perdre. En tout cas, vont perdre de l'argent, mais les mecs s'en foutent. Tout ce qui leur importe, c'est le petit bonus. Et comme ça rapporte beaucoup plus aujourd'hui si tu arrives à vendre de l'ETF à tes clients, eh ben forcément, tu fais quoi? Tu vends de l'ETF. C'est aussi con que ça. C'est ça la logique en ce moment. La logique, c'est qu'à Wall Street, les mecs savent que ça va merder et que dans ce cas-là, ils préfèrent se préparer à ça en gagnant un petit peu plus d'argent et en se faisant toujours plus de bonus. Comme en plus de ça, il y a de plus en plus de gogos prêts à investir alors que c'est le pire moment, au lieu de les faire investir sur des actifs faiblement risqués et de leur donner un vrai conseil en investissement en leur disant pour l'instant, le mieux, c'est d'essayer de ne pas perdre d'argent pendant la récession et d'essayer de vous positionner sur des actifs où vous pourrez conserver de la valeur et de répartir bien votre risque au lieu de leur dire allez-y, full risk on, allez acheter de l'ETF plein, bourré de merde et de Netflix, Nvidia, Facebook, Tesla, Apple et compagnie. Non, allez-y parce que c'est là que je fais le plus de marge, c'est là que je fais le plus de, c'est là que mes bonus explosent. Donc oui, je vous en vends de la daube, je le sais que c'est de la merde, mais c'est pas mon problème, ce sera le vôtre. Et encore une fois, voilà. Donc bien la logique spéculative à Wall Street. Attendez que ce joli monticule de merde explose et vous verrez que j'avais pas tort. Mais pour l'instant, on patiente, d'accord? On attend tout simplement le moment où ça va dérailler et où le moment où ça va commencer à baisser et où les leviers engagés sont tellement énormes qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Il faudra commencer à liquider les positions et quand il n'y aura plus personne pour acheter en face, bah vous verrez que ça va tomber assez sec. Encore une fois, ce ne sera pas une fin du monde, mais le départ, les points de départ seront assez brutaux si on doit baisser à Wall Street, tout simplement parce qu'on a créé des distorsions de liquidité énormissimes et qu'il y aura un énorme trou d'air à un moment donné, tout simplement parce que plus personne n'achètera et beaucoup de gens voudront vendre, ce qui veut dire que les prix vont mécaniquement chuter assez fort. Voilà, mais c'est toujours la même logique. Encore une fois, on monte en escalier et on descend avec l'ascenseur. Ce n'est pas un adage qui est né d'hier et qui s'applique toujours et à chaque fois qu'on crée des distorsions dans les pricing. Et on est bien évidemment en train de faire ces distorsions depuis plusieurs mois. Il faudra un jour les effacer. Ce jour-là, je ne sais pas si c'est demain, après-demain. Tout ce que je sais, c'est que ça ne devrait pas trop tarder vu qu'on arrive sur les pics de profitabilité. Allez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc surveillez toujours le quartet, le quartet habituel, donc c'est-à-dire la partie gold, silver pour le hedging sur les métaux précieux, la partie euro-yen pour le hedging sur les devises. Je vous incite cordialement à surveiller l'USD CNH qui pour moi sera un facteur de déclencheur de risque, un des déclencheurs de risque les plus probables, étant donné la partie géopolitique et tension commerciale, puisque c'est là clairement que la bataille se passe. Donc pour moi sur les devises de couverture c'est l'euro-yen, devises d'attaque agressive à la baisse c'est l'USD CNH. Par contre l'USD CNH, si vous me foutez du levier là-dessus, on n'est vraiment pas potes. Voilà. L'USD CNH c'est le plus haut niveau de spéculation. Là vous spéculez contre les Américains, j'aime autant vous dire que ils vont se défendre avant de lâcher prise et vous risquez sérieusement de vous faire démonter ici si vous mettez du levier. Voilà. Donc voilà, moi pour la partie devise, c'est vraiment ça. J'attends toujours que le GBP-USD se déclare et pour l'instant il faut être patient, il est toujours emmerdé à cause du dollar. J'attends vraiment l'USD CNH sur la valeur spéculative pour voir l'ascendant chinois prendre le dessus sur l'ascendant américain après des mois de supériorité américaine. Je pense que cette polarité risque de s'inverser prochainement. Et donc l'euro-yen qui a validé et déclenché les scénarios. C'est absolument magnifique ce qu'on leur a fait et ce qu'on leur a mis. Et c'est pas prêt de s'arrêter. À surveiller quand même, il ne faudra pas être trop gourmand, mais je ne vois pas le moindre signal de retournement. Regardez-moi ça en hebdo, quoi. En hebdo, on vient de passer un cycle haussier de momentum. On est dans un cycle baissier. On commence un cycle baissier avec un momentum à moins 50. Je pense que là, on se dirige vers les valeurs maximales, c'est-à-dire du moins 100. Donc, autant vous dire, ça va chuter et ça va chuter fort. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de freiner sur l'euro-yen pour l'instant. Je ne vois pas la moindre alerte. C'est-à-dire que pour l'instant, pas de TP, rien du tout, break baissier. C'est juste un truc à laisser filer. Premier objectif, 127,38. Et encore ici, je ne m'attends franchement pas à ce que ça freine. Donc, je veux dire, laissez
glisser l'euro-yen. Il faut bien démonter tout ce petit monde. La prochaine zone à surveiller éventuellement pourrait être une structure ABC ici. Donc effectivement, la prochaine zone technique dans laquelle il faudra surveiller, mais je pense qu'on n'y trouvera que des TP grand maximum, c'est la zone 100-127 ici. Donc je dirais plutôt la zone 127 qui semble avoir un agglomérat technique assez intéressant. On va faire la stratégie habituelle. On va affiner tout ça pour vous donner un prix spécifique. Voilà, voilà. Où est-ce que tu m'as laissé du volume, mon coquin ? Ne pas laisser grand monde ici. Hein. Ok, on va essayer de la jouer autrement. Ok, là. Donc 127,47. En considérant toute cette zone comme support, donc 127 à 47. Dans ce cas-là, la zone à breaker derrière, c'est ça. D'accord, dès qu'on sort de la valeur ici, ça devient intéressant. Hop. Voilà, je dirais là. Ça me paraît très intéressant, donc jouer cette zone-là avec donc une zone en support à catalyser ici. Je vous rappelle, ici en pur respect de la stratégie, un beau breakout avec un cycle bullish qui s'est déclenché en bas. On est donc bien ici sur une zone de support, sur toute la zone qui a précédé le breakout haussier, c'est-à-dire tout ça c'est du support. Donc là-dedans, interdiction formelle de prendre la moindre vente. C'est bien une zone de support par breakout avec deux zones de prix facilement identifiables. On va identifier celle-là d'ailleurs pour bien faire le job jusqu'au bout. Regardez si on a laissé traîner un peu de volume ici. On en a laissé traîner là. Voilà. Hop. Ok, donc au sein de cette zone en support, il y a donc deux zones de prix à tester. La première à 127,80. Donc ici, on surveille s'il n'y a pas de signaux. Mais là, on a un gros cluster technique avec target Fibonacci proche de la zone des 127,50. Où là, pour ma part, je pense qu'éventuellement, un petit TP de sécurisation ne sera pas complètement débile. Hein, mais un truc de l'ordre de au marché, ici, exécuter par exemple 25% de la position, et puis s'il y a un signal supplémentaire style TP, reprendre un autre TP pour sortir 50%, gérer son risque. Voilà. Mais je dirais sans signaux ici, quand même, peut-être éventuellement considérer un petit 25% d'encaissement, quitte à les revendre, comme je vous dis derrière. Moi, c'est ça que j'attends. Je pense qu'on va venir travailler cette zone, faire des petits rebonds, démonter tout rapidement, et faire des pullbacks ensuite sous la zone pour la maintenir en tant que zone résistante. Autrement dit, ici, support de range, ici résistance parce qu'on aura démonté le niveau, et vraiment moi je m'attends à un marché qui fait comme ça, qui oscille un peu ici, et puis on recolle une baisse derrière. Donc voilà, ici je pense simplement un encaissement, on laisse ranger, et boum, généralement je pense que je revendrai derrière dans ce type de marché là. Pour la partie FX, pour la partie action, je vous ai dit, vous faites comme vous voulez. Pour moi, il y a deux modes, il y a deux versions. Vous savez, on a fait une émission la semaine dernière sur les time frames. Je pense que ça résume très bien ma vision. Moyen terme, il faut être vendeur, c'est clair. Il n'y a que ça à faire. Voilà. C'est chercher les ventes à moyen terme. À court terme, suivre les tendances. Les tendances sont pour l'instant haussières, avec des signaux très inquiétants, par exemple des exits sur le Nasdaq et des trucs comme ça ne donne pas envie d'acheter, même à court terme, mais vous faites comme vous voulez. Soit vous suivez ces tendances à très court terme, soit vous cherchez les ventes moyen terme. C'est ça la thématique du marché en ce moment, qui fait qu'en intraday et en swing, c'est très compliqué, parce qu'on est sur des time frames charniers entre le moyen long terme baissier, qui de toute façon aura raison à terme. Je vous l'ai toujours dit, dans le millefeuille des time frames, c'est toujours le long terme qui aura raison dans une bataille. Le court terme peut tirer sur les timings, c'est-à-dire fausser les timings, et c'est ce qui s'est produit ces derniers mois, et c'est ce qui a fait que j'ai dû être très patient, très prudent sur les positionnements vendeurs, tout simplement parce qu'à court terme, ils continuent de pousser et de pousser et de pousser et de pousser. À moyen long terme, quoi qu'il arrive, la tendance est baissière, je suis navré de vous le dire. Mais voilà. À vous de voir, c'est un choix à faire en fonction du time frame que vous tradez. Il va de soi que si vous faites de l'intraday ou du trading de court terme, vous n'avez rien à faire à chercher des ventes. Hein. Vous tradez les flux qui vous arrivent à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Et théoriquement, je pense que vous pouvez trader un peu dans les deux sens. Mais attention à ne pas trader uniquement à la hausse. Il y aura aussi des phases de baisse assez catalysées dans les jours et semaines à venir. Donc des pullbacks très puissants où le moyen terme d'un coup déclenche des prises de bénéfices et fait chuter tous les spéculateurs de court terme. J'essaie de regarder si j'ai oublié quelque chose. A priori, non.
Ça me paraît pas mal. On a parlé VIX. Ah oui, je voulais jeter un œil aux junk bonds quand même. Voilà. Bon, les junk bonds, pour l'instant, rien de cataclysmique. On revient chercher la précédente résistance. Ici, de nouveau, un Iceland Reversal. Donc, on va voir hein, si... Alors, l'Iceland Reversal, c'est une structure, si on l'invalide, c'est assez rare. Hein. Normalement, l'Iceland Reversal, on n'invalide pas. Donc là, maintenant, tant qu'on se maintient sous cette résistance, je pense qu'au mieux, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de se rapprocher le plus près possible de l'Iceland Reversal. Au mieux, d'essayer de clôturer la partie de son gap. Mais normalement, ça, c'est pas une résistance, c'est juste un rock. Surtout quand, en plus, ça se produit sous une précédente résistance. Voilà, là, ça veut dire, oula, on teste, oula, mais on n'accepte pas du tout ces prix-là, en fait. Bon, voilà, là, on revient tester ces trucs-là avec un momentum baissier. Bon, pour l'instant, le cycle est plutôt acheteur, donc on a cycle acheteur contre des momentum baissiers, donc effectivement, des structures plutôt amenées à être consolidantes. Avant, j'espère, des retournements de tendance baissier. Mais voyez, attendez-vous à ce qu'on en soit à des phases comme ça. Ça consolide d'abord, et puis, hop, enfin, effectivement, on déclenchera des nouveaux mouvements tendanciels à la baisse. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. De toute façon, tant qu'on ne revient pas chercher, je vous dis, la zone des 35-50, a priori, sur ces actifs-là, il n'y a pas de vraie perception du risque. Ce n'est que si ces junk bonds s'effondrent, et je pense que ça viendra d'un coup avec les actions, si on a une sensibilité au risque. Tant que ces junk bonds tentent de se remonter et de se retirer vers la résistance suivante, les 36-30, le risque, c'est qu'effectivement, Wall Street bénéficie d'afflux de capitaux pour acheter toujours plus cher. On s'en fout, encore une fois, je dis, ces prix n'ont aucune valeur, donc il ne faut pas les acheter, il ne faut pas les trader à l'achat. Mais il faut accepter de se faire baiser la gueule si vous jouez et vous spéculez à la vente. Je vous rappelle que c'est un jeu, la spéculation, auquel ni vous ni moi n'avons de contrôle et que face à l'illusion de contrôle que vous avez en tradant, la seule statistique qui fait que vous pouvez gagner, c'est un avantage statistique. Si vous sortez de ces avantages statistiques et vous vous prenez pour Dieu et que vous pensez que vous avez plus raison que le marché, croyez-moi, le marché sera là pour vous rappeler à l'ordre. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera sur un autre trade demain. Et encore une fois, prendre une grosse perte, je ne vous le souhaite pas. Je préfère que vous appreniez les leçons sans risquer la moitié de votre capital pour ça. Et la partie US Oil, et je pense qu'on va terminer là-dessus, ça me paraît très dangereux de trader ce truc-là. Tout simplement, je pense que c'est un des nouveaux leviers que Wall Street est en train d'essayer d'utiliser pour se sortir de la merde. C'est-à-dire que ça, c'est intradable. Voilà, c'est complètement intradable. C'est vendeur, mais à quel prix et où est-ce qu'on gère son risque? Voilà. Moi, c'est la grande question que je me pose sur l'US Oil. Quelle est la structure de prix que j'ai devant moi? Est-ce que c'est une consolidation flat? C'est possible. C'est pas impossible. Dans ce cas-là, on ferait A, B, C, je sais pas. Pour l'instant, je n'ai aucune conviction sur ce marché. Je pense qu'il est purement dépendant de la logique à Wall Street. C'est-à-dire que Wall Street peut très bien essayer justement de faire payer l'US Oil pour trouver des capitaux qui permettent toujours... Wall Street, la logique est simple. Il faut trouver tous les leviers boursiers qui permettent de dégager du cash, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus emprunter à court terme très peu cher. Le repo est à 2%. Donc voilà, on ne se finance pas sur le repo parce que c'est trop cher. Mais on va faire tout ce qu'on peut pour se financer ailleurs, se financer en vendant du gold et en ramassant les stocks des acheteurs, se financer Voilà, il faut pousser toutes les tendances partout au maximum pour récupérer un max d'argent et tout ramener au cœur à Wall Street. Encore une fois, c'est une logique purement affreuse parce que comme c'est juste que là, vous avez un cœur à Wall Street qui est en pleine syncope. Mais on fait quoi? On lui envoie toujours plus de sang, ça va faire qu'une seule chose, un arrêt cardiaque, et puis derrière, vous avez bien compris le principe. Donc il faut vraiment faire attention. Voyez bien, moi je le vois, je le sens, je le ressens ce truc-là. Pour moi, le marché, c'est vraiment un être vivant, c'est comme un être vivant. Et là, je le vois, mais vraiment à bout de souffle. Voilà, le cœur est complètement en syncope. Ça tente de monter, vous sentez que la pression, c'est très dur pour le cœur de monter, et puis d'un coup, boum, il se prend des gros chocs baissiers, c'est très erratique comme rythme de marché, c'est très piégeux et effectivement ça annonce rien de bon. Mais pour l'instant, voilà, le marché n'est pas encore en arrêt cardiaque, on n'est pas sur la flatline, donc laissez-les tranquillement faire les couillons. Ça peut durer encore un moment, mais surtout, et encore je le répète, n'achetez pas. Allez, bye bye. Et, ah non, pardon, question et tout ça. Ah oui, d'ailleurs, on n'a même pas fait comme on fait d'habitude, parce que là, du coup, il y avait un peu d'onglets partout. Le calendrier éco de la semaine, on a peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Et on va faire les questions derrière. Hop, donc dans le calendrier de la semaine, qu'est-ce qu'on a? Aïe, ça c'est quand? Demain, alors cette nuit. Donc demain matin, on aura la décision de la RBA sur les taux d'intérêt. Ça pourrait bouger sur notre AUDNZD. On va aller le regarder. Tiens d'ailleurs, mon petit papa AUDNZD. Bon, les catalyseurs américains, il n'y a franchement pas grand-chose. Ah oui, d'accord, on fait RBA, RBNZ dans la même semaine. Oh, aïe, aïe.
D'accord, d'accord. Ouais, bon, ça s'annonce punchy pour la UDNZD cette semaine. Vraiment punchy. Donc j'espère qu'on va franchir les résistances avec tout ça, ce serait cool. Allez, ça va être intéressant. Les prix à la production, je pense que ça, il va falloir le noter. Merde. Voilà, ça, je pense qu'il faut le noter, c'est clair et net, parce que c'est des statistiques liées de près ou de loin à l'inflation, et ça va être très très intéressant, parce que je pense que la thématique de l'inflation risque de reposer le problème très bientôt. Ça également, ça va être extrêmement intéressant. Alors par contre, là, j'ai été un petit peu con. Ah merde, bon, tant pis. Parce que je vais dormir, donc recevoir une alerte à 1h40. Bon, voilà. Donc le PIB trimestriel au Japon, ça peut être très intéressant pour essayer de forcer un peu le mouvement de la Banque centrale. Le PIB T2 du GBP sera très 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 important. Donc grosse journée GBP vendredi. Avec des IPC. Voilà, donc là, effectivement, je pense que vendredi, c'est The Big Day. Donc, on va probablement avoir des tendances qui vont se mettre en place 1 à 2 jours avant. Donc, la UDNZD à surveiller en début de semaine. Des statistiques chinoises, ça peut être pas inintéressant. Bon, après, c'est vrai que chez eux, c'est pas trop une thématique inflationniste pour l'instant. Ils injectent tellement que de toute façon, voilà. Ok, donc je dirais la semaine, c'est donc ce début de semaine, essayer de surveiller les positionnements spéculatifs à UDNZD, et puis laisser, entre guillemets, espérer que Wall Street va juste arrêter de performer. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresserait, ce ne serait pas nécessairement que Wall Street s'effondre vite, même si plus on tombe rapidement, mieux c'est pour moi. Il y a plus que 45 minutes à tenir pour avoir cette bougie clôturée comme ça, et là ça me plaira beaucoup. On n'a pas de pattern vendeuse là sur le momentum, mais ça c'est une belle divergence et ça suffira. Hein. Voilà. Vous voyez bien les deux cycles sine wave, premier cycle, deuxième cycle, c'est-à-dire qu'on a bien fait deux cycles sur deux niveaux de résistance différents avec une belle divergence de momentum. Là, momentum ne déclenche pas la pattern, mais il y a bien ici une belle divergence à prendre en compte et à trader sans hésitation. Si ce signal est validé, pour moi, c'est un signal de vente. Maintenant, ce sera un signal de vente dans la stratégie, confirmé à l'intérieur de la zone de vente. Ça, ici, moi, il y aura une vente Nasdaq à faire et je commencerai déjà à prendre des petits renforts spéculatifs, mais des petits renforts Nasdaq, si jamais ce signal se valide. Pour l'instant, il faut attendre 45 minutes. Voilà, donc Nasdaq, j'aimerais bien que ça reste là-dedans le plus longtemps possible, style lundi, mardi là-dedans, et mercredi commence à initier des tendances baissières en prévision donc des catalyseurs de fin de semaine, et j'aimerais donc bien qu'on finisse la semaine par là, puis qu'on enfonce tout ce petit monde pour faire une jolie avalanche baissière en hebdomadaire. Voilà entre guillemets à quoi ressemble la tendance, à quoi ressemble le marché en hebdo sur la partie Nasdaq. C'est gros signal de vente, d'accord, signal de temporisation. Ce que je veux maintenant, c'est donc soit une semaine neutre ici et une semaine prochaine baissière, soit une semaine directement baissière qui vient réattaquer les plus bas de la semaine passée. Dans ce cas-là, vous attendrez lundi prochain un Bloody Monday et une semaine complètement noire, entre guillemets. Si on fait ça, la semaine qui suit sera également comme ça, mais plus violente. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter sur les supports, on les cassera. Donc attendez-vous, si c'est brutal, de toute façon, le moment où les signaux vendeurs seront déclenchés, tout le monde va s'engouffrer dedans. Parce qu'il faudra sortir en premier, parce que là, honnêtement, derrière, on sait très vite que la liquidité va manquer et que si vous sortez en dernier, il n'y aura pas assez de chaises musicales pour tout le monde. Il faut vraiment s'asseoir très vite dans ce jeu de dupes à l'achat. Ceux qui veulent sortir auront un timing très mince pour le faire avant que la liquidité soit complètement inexistante et que les prix chutent de manière verticale. Type donc Bloody Monday, des séances à moins 5% minimum avec des gaps et tout quanti. Moi, ce que je voudrais voir, voilà, Shanghai, est-ce qu'on arrive gentiment sur les targets à Shanghai? Oui, on y arrive tout doux. Je pense qu'il faut encore aller plus bas à Shanghai. Donc il y a encore du potentiel baissier, ça me plaît et ça me va. Donc voilà, on va voir si Wall Street arrive à survivre jusque-là. L'objectif, ce serait qu'en fait la Chine termine ses cracks, que Wall Street y survive et que tout le monde derrière reparte à la hausse. Le risque, ce serait que la Chine reparte à la hausse, que les Américains partent à la baisse. Et dans ce cas-là, je vous ai dit, hein, celui-là, il est hautement spéculatif. Mais si jamais on a ce type de scénario-là, la Chine qui trouve son bottom et au même moment les États-Unis qui commencent à partir en sell-off,
l'USD CNH, je ne vous raconte pas le carnage vendeur que ça va être. Hein, voilà. Évidemment, ce sera donc le thermomètre de cette guerre commerciale. Si la guerre commerciale vient enfin à bénéficier à la Chine après avoir bénéficié uniquement et unilatéralement aux États-Unis, s'ils commencent eux à pricer les risques et à se rendre compte qu'ils ont peut-être un peu fait n'importe quoi avec leurs conneries géopolitiques et qu'ils commencent à en payer le prix, ce qui pour moi est inévitable, la Chine qui elle aura pricé tous ces risques n'aura plus de raison de baisser, et dans ce cas-là l'USD CNH va très sincèrement se péter la gueule. Hein. Voilà. Et pour moi, c'est un beau range, hein, ce qui fait qu'on peut sans problème revenir chercher une première target par là, vers les 6,49. Ça fait donc une belle chute de 5% en ligne droite sur un FX. C'est pas anodin. Donc j'attends vraiment de la volatilité, hein, sur cette paire. Évidemment, plus ce sera catalysé, c'est-à-dire plus ce sera brutal, plus ce sera rapide sur le SDCNH. Maintenant, ça peut être une consolidation très lente qui met plusieurs mois à se mettre en place. Ça ne me surprendrait pas non plus. Mais dans ce cas-là, il faut que les choses se passent bien. C'est-à-dire qu'il faut que ça ne couine absolument pas dans le merdier des discussions et compagnie. Et quand vous avez d'un côté Donald Trump et ses conneries ambiantes, tant que Wall Street ne sanctionne pas Trump, il va encore plus loin dans la stupidité et dans la provocation. J'ai dit au bout d'un moment, les Chinois, aussi patients qu'ils sont, au bout d'un moment, ils vont quand même, je pense, déclencher l'offensive. Et ça deviendra un peu plus moche. GBP-USD parce que lui quand même m'intéresse avant de terminer. Ouais, d'accord, ça attaque la semaine violente sur GBP-USD, toujours les mêmes dynamiques bien stupides. Il faut aller toujours plus bas parce que le dollar est toujours plus fort. Voilà, donc comme le dollar essaie de franchir sa résistance. Alors regardez, en fait, ça honnêtement, ça me rappelle une action de prix il n'y a pas longtemps. Vous allez voir, vous allez trouver ça absolument magique quand je vais vous la montrer, celle-là. Vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, merde, mais alors pourquoi ça avait fonctionné comme ça à l'époque et pourquoi là, du coup, ça ne fonctionnerait pas comme ça? Regardez bien ça, mettez-vous-le bien en tronche, gardez-vous-le bien dans la tête. Maintenant, je vous laisse apprécier la beauté du gold. Ça vous rappelle rien, ce genre de price action là? Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on nous enfume bien la gueule sur le dollar, tout comme on vous a enfumé la gueule à l'époque sur le gold. Moi y compris, hein, je me suis fait enfumer ici. Pensant qu'on allait continuer, je pense que le gold, on enfume tout le monde, à laisser croire que, enfin le dollar, on enfume tout le monde, à laisser croire que ça va monter, et que d'un coup, boum, on va repartir à la baisse assez violent, derrière on chassera les stops, tout comme on l'a fait sur le gold, hein. C'est-à-dire qu'ici, bam, je pense que le point B, il va être assez profond, et derrière, on attendra probablement, pour moi, un retracement point C, ici, maxi, voilà, soit sur cette zone-là, je vous dis, dans ce cas-là, on fait un point B extrêmement profond. Voilà, stratégie pour moi c'est ABC, hein. Soit on la joue comme ça, soit on la joue un petit peu plus profond, on vient chercher du 76,4 avec un point B un petit peu moins retraçant. Mais pour moi, dans tous les cas, le dollar, là, il essaie de nous vendre son rêve et ça ne va pas marcher. Donc moi, j'y crois pas une seule seconde. Je reste persuadé qu'au bout d'un moment, le gold va éclater à la hausse et qu'il sera bien plus intéressant que de jouer les achats de dollars. Et que vous allez voir, la belle mécanique qui profitait aux indices américains va tout simplement se retourner contre eux avec un dollar baissier, mais qui n'attire pas les capitaux, au contraire, qui influe au risque, c'est-à-dire des sorties de capitaux du dollar et pas l'inverse. Vous allez voir les indices s'effondrer et dans ce cas-là, le gold être extrêmement recherché comme valeur refuge, de même que le yen. Entre guillemets, il y aura une fuite du dollar au lieu d'un attrait, hein, parce que la dernière fois c'était baisse du dollar. Rappelez-vous la logique, c'était baisse du dollar, attrait des capitaux américains. Bon, c'était génial, bon, c'était fantastique. Ils avaient le beurre et l'argent du beurre. Le dollar baissait, du coup ça attirait les capitaux à Wall Street et les taux montaient. Voilà, c'était génial. Là, c'est différent. Le dollar qui monte et taux qui monte, en général, ça, c'est pas très bon. Et effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, ça va finir par se payer, soit sur le dollar, soit sur les indices, soit sur les deux. Voilà. Mais ça, encore une fois, ce sont des logiques de pricing moyen terme qui sont extrêmement perturbées par les logiques à Wall Street de court terme qui sont, entre guillemets, il y a une tendance, on suit, quoi qu'il arrive, bête et méchamment. Dès que Wall Street nous donne le panneau et la direction à suivre, on y va à grande vanne de liquidité ouverte. Maintenant, faites attention, encore une fois, ça pousse jusqu'à ce que les prix soient trop tendus et au bout d'un moment, la logique de moyen terme, quoi qu'il arrive, reprend ses droits et pour moi, elle indique clairement le sud pour les indices à Wall Street ou alors une grosse bulle tout simplement par une capitulation vendeuse. Allez, questions. Alors, sont sur des supports, une entrée possible? Oui, mais alors non, moi je vous ai dit, il faut faire très attention. Vous ne payez que les grosses cryptos qui ont des capitalisations notables. Là, si vous vous amusez à acheter du petit altcoin sur support, pas sur support, vous faites ce que vous voulez. Je ne pense pas du tout qu'on soit sur un timing de long terme, mais bien un nouveau timing spéculatif à horizon quelques semaines. Donc, pour ma part, je ne fais absolument pas du hodl. Je fais simplement de l'achat spéculatif pour tirer 4-5% de capital. Ensuite, je revends.
et je repasse en mode attentiste pour éventuellement retargeter des phases beaucoup plus verticales à la baisse avant le prochain timing qui pour moi sera 7 fois le timing du hodl, mais je pense qu'on n'y est pas du tout pour l'instant. J'enfonce mais je t'encule, le prophète a parlé. Ah, merci, ok. Bon, apparemment, celle-là elle vous a marqué. Désolé, j'ai pas fait gaffe. Hein. Voilà. Toujours 1 heure se regarde sans problème. De toute façon, ce matin, c'est de nouveau 1 heure. L'Islande n'a pas remboursé sa dette, mais personne n'en a parlé. Ok, c'est très intéressant. Oui, bien sûr, c'est toujours pareil. Mais il faut surveiller toujours pareil les premiers défauts de crédit parce que ça a un effet contagieux assez notable. Donc même si c'est un petit pays, les réels défauts peuvent être très intéressants à pricer. Voilà. On va aller voir. Je vais me renseigner sur ça. Oui, je sais, c'est pour ça que je le fais. Les métaphores, c'est parce que c'est... Encore une fois, ça parle pas forcément à tout le monde, mais par exemple, les gens qui ont bien joué au poker, qui ont joué à machin, vont tout de suite comprendre ce que je veux dire, et c'est très facile en fait de vous servir de choses où vous étiez déjà bon, et de simplement les transposer en trading. Voilà. Après, la plupart des gens ne vont pas trop jouer au poker, et ça ne va pas les aider non plus, mais voilà. Effectivement, c'était toute une finesse. Alors, comprend pas le contexte économique. Si, le contexte économique, je le comprends. Et il est très tendu, et normalement, ça doit se voir sur les prix, et ça ne se voit pas. Donc ça peut être annonciateur soit du fait que Wall Street est complètement enfermé dans sa bulle, et dans ce cas-là, ils font fi de tous les risques, et ils ne pricent pas les risques jusqu'au moment où le risque va tomber, et c'est ce qu'on appelle donc un élément exogène, et derrière, il va falloir retrouver une stabilité sur les prix, alors qu'on sera allé bien trop loin, c'est ce qu'on appelle des cracks. Soit tout simplement, enfin des cracks spéculatifs, soit tout simplement on commence à pricer ces risques et les valorisations vont chuter. Pour revenir chercher les moyennes de prix, hein, tout simplement, dans un premier temps, puis s'installer sous les moyennes de prix pour pricer tout simplement les risques et l'entrée possible dans les phases de récession. Eh ben non, je ne suis pas du tout d'accord. Non. Si tu fous un tapis pré-flop quand on t'a relancé avec une paire de QQ, c'est toi qui joues mal, mon pauvre. Je suis désolé. Enfin, mon pauvre. Non, après chacun a sa. C'est méchant ce que je viens de te dire. Je retire. Mais non, tu fais ce que tu veux. Mais je suis pas du tout d'accord de faire ça. Et encore une fois, si t'as pas écouté ce que je t'ai dit, tu fais ton job. Normalement, ta QQ, ce que tu fais, c'est que tu relances déjà pré-flop. Pré-flop, tu relances au début pour tester tes adversaires et les limiter au maximum pour avoir le moins de joueurs au flop en face de toi. Et effectivement, tu mets ton tapis au flop. Mais tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, tu as QQ, tu relances, le mec te sur-relance, tu payes. Tu arrives au flop et le mec te met immédiatement tapis avant que toi t'aies pu parler. C'est ça qui est différent. Comme je te dis, si c'est à toi de parler en premier, oui, tu mets tapis. Parce que c'est ton job de faire ça et de mettre la pression sur l'adversaire. Mais si c'est lui qui parle en premier et qui te met immédiatement tapis, ta question, ce n'est plus de prendre l'ascendant, ta question, c'est de savoir si tu rentres dans le jeu de l'adversaire ou non. Et c'est totalement différent. Et là, si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de te dire, je pense que tu commets pas une erreur, encore une fois, tu joues comme tu veux au poker, mais un vrai bon joueur de poker te dira qu'il faut jamais rentrer dans le jeu de l'adversaire. Parce que si tu as raison, c'est bien, mais si tu as tort, tu pars déjà de la table d'une, surtout quand c'est du tapis, et puis en plus de ça, voilà, c'est jamais très appréciable, et c'est mal joué, je pense. Non, c'est pas blablabla. Il a raison, mais c'est juste qu'on s'est mal compris. Voilà. Le délire, c'est effectivement, tu mets ton tapis immédiatement avec une paire de dames au flop, même si ça a tiré un roi. Il faut le faire parce que c'est comme ça, mais il faut avoir l'ascendant. C'est-à-dire qu'il faut être le premier à parler. Si le mec en face te met le tapis, je suis désolé, mais c'est lui qui a l'ascendant, et dans ce cas-là, je préfère me coucher. C'est très très important la psychologie au poker. C'est pas qu'une histoire de cartes. Les probabilités sont là aussi et elles jouent beaucoup, mais c'est beaucoup et surtout de la psychologie en poker.
Alors, je me suis fait clairement niquer et j'ai pas trouvé d'autres brokers que eToro qui acceptent les petits comptes de particuliers mais ne proposent pas de micro-comptage. Donc, au cours au levier, je commence à m'en mordre les doigts sans parler des frais. Je me suis fait bailler par IG Active Trade car pas assez de fonds plus revenus. J'étais chez FXTM. Ok. Mais ne propose pas d'action. As-tu d'autres brokers? Moi, je te conseille vraiment Active Trades, mais il faut insister. C'est-à-dire que Active Trades, effectivement, ça m'a fait marrer parce que la dernière fois, Pascal, je l'ai forcé à ouvrir un compte parce qu'il voulait pas pratiquer. Et je lui ai dit, tu te tais, tu vas pratiquer en réel parce que sinon, tu n'apprendras rien. Du coup, je lui ai ouvert un compte, mais ça a été très très chiant parce que Active Trades, en fait, ils vont vous poser des questions et tout pour voir si vous n'êtes pas trop mauvais. Et si vous répondez un peu à côté de la plaque, ils vont tout de suite vous dire non, je suis désolé, vous avez un profil à risque, ça ne nous intéresse pas, ou vous n'avez pas une assez bonne connaissance des marchés, blablabla. Tu insistes un peu, tu les appelles au téléphone, tu forces un peu et ça passe. Voilà. Et moi, je te recommande Active Trades parce que les frais sont vraiment pas chers et il y a du micro-contrat chez Active Trades et c'est surtout que tu as beaucoup d'actifs. Après, le truc, c'est faut que tu sois conscient que de toute façon, il vaut mieux trader un micro-contrat. Si tu n'as que 2000 euros, allez, 2 micro-contrats grand maximum, mais tu es obligé d'avoir recours au micro-contrat. Si tu vas chez eToro et qu'ils ne te proposent pas ces micro-contrats, il vaut mieux même que là, tu arrêtes de trader. Parce que si tu trades avec du levier, avec 2000 euros, je suis désolé, mais tu es mort en fait. Tu n'as aucune chance de survie. Donc en fait, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu arrêtes eToro et que tu gardes tes 2000 euros. Mais c'est pas possible. Voilà. TAS avec Hans sur le BTC. Oui, bon, et ça va, ça arrive. Effectivement, avec la chaleur, je dors super mal. Putain, il y a encore d'autres commentaires? Oh merde. Ça, on en a parlé. Non, encore une fois, il faut faire attention, calculor. Il y en a effectivement, Olivier Delamarche et compagnie, mais ce sont des permabères, d'accord? Permabère, il faut que tu comprennes que le permabère, c'est un mec qui essaie de comprendre le marché de manière rationnelle et qui va essayer de le rationaliser et de dire si ça monte, c'est pas normal, donc c'est que c'est intéressant de le vendre. C'est pas du tout ma dynamique. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas... Wall Street n'est pas haussier, nom de Dieu, calculor. Wall Street est haussier quand il est en tendance haussière soutenue par les fondamentaux macroéconomiques, c'est-à-dire effectivement tout ce qui était 2010-2015, c'était purement boule et il fallait pas vendre, nom de Dieu, ça ne servait à rien, même s'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Maintenant, il y a beaucoup de trucs qui vont pas et la tendance est en fin de cycle, ce qui veut dire qu'il n'y a que deux choix, soit on se pète la gueule, soit on va former une grosse bulle qui, dans tous les cas, fait qu'on se pètera la gueule derrière. Donc ce n'est absolument pas une tendance haussière. Pour moi, la tendance, elle est finie et on n'a pas d'autre choix que soit de s'enfoncer dans une extension de la tendance et donc une bulle irrationnelle et non soutenue par les fondamentaux, ou on se pète la gueule. C'est pas compliqué la question, c'est pas une question, c'est ça la réalité. Il n'y a pas de tendance haussière, il y a simplement la volonté du marché de poursuivre ad vitam aeternam des tendances qui sont terminées, et ça c'est ce qu'on appelle s'enfermer dans une bulle si les prix suivent ce schéma-là. Par contre, sinon, pour moi la tendance elle est terminée, il est temps de chercher des ventes, maintenant elle reste pour l'instant spéculative. Je ne m'entête pas, j'applique ma stratégie, point barre. Tu fais ce que tu veux, mais je ne pense pas du tout qu'on en soit au stade où le Bitcoin était à 1500 euros maintenant. Je pense que là, on est au mieux au stade où le Bitcoin était à 27 000 et il lui reste une petite marge de progression avant de s'éclater la gueule. Mais c'est toi qui vois. Tu fais comme tu veux, calculeur, encore une fois. Moi, je ne t'incite pas à vendre. Tout ce que je vous dis, c'est que par contre, si vous achetez, vous le faites qu'à court terme. Il faut être conscient que du jour au lendemain, ça peut s'effondrer et qu'on est dans un contexte que vous ne connaissez pas, qu'on n'a jamais vu si on s'amuse à coller une bulle spéculative. En plus d'une bulle de crédit avec une guerre commerciale et une guerre des devises, on aura les plus gros risques jamais connus par le marché, tous réunis au sein d'un seul cycle économique. Je te garantis que la chute derrière, elle sera énorme. Donc fais attention. Moi, je pense que pour la durabilité du marché, il ne faut surtout pas qu'on s'amuse à rajouter une bulle spéculative, parce qu'on en a déjà des bulles spéculatives. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les Fangat sont dans une grosse bulle spéculative. Il y a une bulle de tech, il y a une bulle sur le Dow Jones, il y a des bulles partout, il y a une bulle immobilière, il y a une bulle de crédit. Il faut arrêter. Voilà. Là, rajouter une bulle spéculative, c'est la bulle de trop. Ce serait amener un niveau de liquidité encore plus énorme que celui qu'on a déjà dans un marché qui ne sait pas encore comment cette liquidité va s'exprimer à la baisse. Donc je pense que c'est extrêmement dangereux de se positionner acheteur pour les raisons que je vous ai dit. Voilà, tu fais comme tu veux.
Mais si tu veux t'exposer à ce risque de trader un marché sans savoir ce qui t'attend derrière, tu le fais, mais tu sors tous les soirs. Voilà, je pense qu'on avait répondu à toutes les questions, ou alors j'en ai peut-être oublié une, je ne sais plus. Ah oui, la tasse avec Hans sur BTC, et on se laisse là-dessus. Non. Non, non. Bah non, si on voulait une tasse avec Hans, il fallait revenir chercher le haut de la tasse, c'est-à-dire il fallait revenir là-haut, et ça me semble pas du tout d'actualité. Ah non. La tasse avec Hans, elle doit toujours prendre les swings, c'est-à-dire qu'il faut bien à chaque fois déjà revenir chercher la ligne de coup, enfin la ligne de coup, la ligne oui, c'est ce qu'on appelle une ligne de coup généralement, mais c'est la ligne de haut de la tasse. Tu vois, par exemple, ici on aurait fait ça, ça, il y aurait eu tasse avec Hans. La même chose, si on fait ça, ça, il y aura tasse avec Hans. Mais encore une fois, là, le pullback qu'on est en train de faire ici invalide d'ores et déjà, à l'heure actuelle, la structure tasse avec Hans. C'est-à-dire qu'ici, on aurait dû continuer, venir chercher les stops ici, rebaisser, chercher le support, et ensuite installer la tendance haussière. Donc pour moi, pas de tasse avec Hans sur le BTC pour l'instant. Allez, bye bye, et à demain.